Richard, je travaille au sein du PETR, donc c'est un pôle d'équilibre territorial et rural. Rapidement, c'est un syndicat mixte en gros qui regroupe la communauté de communes Midi-Corrézien et les Intrigues, le sud de la Corrèze. C'est un territoire, donc du coup on est frontalier avec deux départements, donc du coup le Cantal et le Lot, donc c'est vrai qu'on a quand même des interactions assez rapides avec les autres départements. Je vais vous donner quelques caractéristiques rapidement. Donc on est sur un territoire très rural, composé de 25 000 habitants. Globalement, on est autour de 800 exploitations agricoles sur les deux communautés de communes réunies, dont environ 130 d'inscrits en circuit court et vente à la charge. Et puis, c'est un territoire qui est très maillé par une activité touristique, notamment avec la Dordogne, et puis par rapport à la richesse de ces patrimoines environnementaux, naturels, les paysages et tout ça. Maintenant, pour revenir au PAT, donc c'est une labellisation. Je parle de là parce que je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est que le PAT. Ouais. PAT, c'est Projet Alimentaire Territorial, qui est un label reconnu à la fois par la région et par l'État. Donc l'État, lui, c'est labellisation de niveau 2, nous, nous avons la labellisation de niveau 1, donc labellisation régionale, pour 3 ans, et donc du coup ça court de 2022 à 2025. Moi je suis arrivé en septembre 2023, donc c'est tout récent. Et j'arrive en gros dans une période un peu charnière du PAT, dans le sens où là on est un peu sur une mise en application des directives qui ont été décidées en amont lors de la création du PAT. Donc je vais repartir un petit peu, donc je vais détailler au fur et à mesure sur les différentes directives, mais je vais le faire au fur et à mesure. On a dans un premier temps favorisé donc l'accès des produits locaux dans les cantines, et donc dans la restauration collective. Ce travail-là a commencé avec une première prise de conscience qui est que localement on a des cantines et des élus qui veulent du coup que les enfants puissent manger des produits de qualité localement et participer du coup à faire vivre les producteurs locaux. Et ça fait sens en plus avec la loi Egalim sur la question justement de s'approvisionner localement avec des produits. Comment ? C'est pas dans la loi Egalim. Si, donc la loi Egalim impose maintenant 50% en produits SICO, dont 20% en produits SICO et en produits, dont 20% en produits bio. Le local favorise la notion aussi, et fait sens avec le fait de faire fonctionner son territoire et nos agriculteurs. Malgré la volonté qu'il y a donc des élus, on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés à faire le lien entre la production et du coup les cantines, et même encore avec les restaurants, tout simplement parce que les quantités sont plutôt faibles, hein, on est sur des petites cantines. On a 15 cantines en gestion directe, donc avec des cuisiniers qui font directement à manger aux enfants. Et c'est pas forcément très rentable de livrer pour je vais caricaturer, mais pour 10 poireaux et 4 carottes. Il y a un manque de visibilité aussi des fois entre le producteur qui est en accord pour travailler avec la restauration collective. De l'autre côté, on a des cuisiniers ou des cuisinières qui n'ont pas forcément le temps parce qu'ils sont pris dans leur quotidien qui est déjà très chargé, parce que ce sont des personnes qui sont multitâches au sein d'une école. Et donc du coup, en fait, il y a la volonté, mais il n'y a pas le lien, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc pour ça, on a mis en place depuis octobre 2023 une étude justement pour travailler sur la question de la logistique. Cette étude se décompose en 3 temps. On avait une première phase de diagnostic pour savoir comment s'organise localement le territoire, au niveau des quantités, donc des besoins au niveau des cantines, savoir à peu près combien on est, combien produit le territoire. Alors ce ne sont que des estimations parce qu'on n'a pas pu rencontrer non plus tous les agriculteurs, mais l'idée c'était d'avoir une démarche autour d'entretien, de rencontres. Donc ça a pris pas mal de temps.
Mais ce qui était intéressant sur les résultats de ce diagnostic, c'est que globalement, on avait un produit, un territoire qui, sur certaines productions, notamment la viande, on est plus qu'excédentaire, on produit beaucoup plus que ce que l'on a besoin. Les légumes et les fruits, enfin, tous les légumes, on est sur quelque chose, on est un peu excédentaire, mais un peu moins. Et puis en fait, voilà, il y a tout un tas de produits, les fruits, etc. Là, ben, on est en dessous des seuils pour pouvoir approvisionner en local. Donc, cette donnée-là est intéressante puisque derrière, ça nous permet aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour orienter peut-être certaines productions, pour pouvoir rééquilibrer un peu. Du coup, on va rééquilibrer les productions sur le terrain. Là, on arrive donc à la seconde phase, qui est une réflexion autour de la solution la plus adéquate pour coller en fait à la réalité du terrain. On n'est pas un grand territoire, donc mettre en place une plateforme logistique comme on peut voir sur certains territoires, nous, c'est pas ce qui conviendra le mieux. Donc on réfléchit à comment organiser un système plus local, appuyé sur des acteurs qui sont déjà présents sur le territoire. Et en fait, concrètement, comment ça va se passer? C'est se dire qu'on met des acteurs qui sont concernés par cette question-là autour de la table, et on réfléchit à voir comment est-ce qu'on peut se structurer en interne. Je parle à l'intérieur du territoire. C'est un peu particulier parce qu'on a un territoire, le territoire du PETR en fait a une partie plus productrice en termes de viande globalement du côté de la Xainterie, et on a un peu plus de légumes côté Midi-Côte. Ce qui fait qu'on a une inégalité un peu de répartition. On avait des maraîchers sur les deux communautés et la production de viande, ça serait plus facile à structurer, mais donc cette disparité sur le territoire nécessite des réflexions. C'est pour ça que là, en phase 2, on va réfléchir à mettre les acteurs sur la table pour construire un projet qui colle à leurs besoins et voilà, qui colle à leurs besoins et qu'on pourrait mettre en place assez facilement. C'est la manière dont on aborde les choses, donc s'appuyer sur la spécificité donc, du territoire, les besoins, et du coup, pour que ça puisse coller aussi avec le fonctionnement en face de la production. Derrière, il y a peut-être une réflexion à dire comment est-ce qu'on dimensionne la production pour pouvoir fournir la cantine, les cantines, etc. Donc ça, c'est un premier volet sur lequel on travaille. Et en parallèle de ça, on a un autre volet qui est un travail plus tourné vers les cuisiniers et les cuisinières du territoire. Alors, on parle des cantines communales, parce qu'effectivement, les collèges, c'est une compétence départementale, donc c'est un peu différent, malgré que je sois en contact avec la personne en charge des collèges, pour justement réfléchir aussi à comment faire le lien avec les deux échelles. Ce réseau d'échange avec les cantines fait suite à un premier accompagnement qu'on avait mis en place en 2022, mon prédécesseur avait mis en place en 2022, qui avait pour objectif d'accompagner les cantines à aller vers réduire leur gaspillage alimentaire, réduire leurs biodéchets, comment aller s'approvisionner en local, et de venir aussi sur la question des repas végétariens, qui est imposée également par la loi Egalim. Donc cette année, on le remet en place, alors un peu différemment. Là, l'idée, c'est de pouvoir proposer concrètement des temps d'échange appuyés sur la réalité, donc encore des besoins des cuisiniers et des cuisinières, avec un lien et un fil conducteur que l'on souhaite mettre en avant, qui est celui du bien manger et de son impact sur la santé à la fois physique et mentale. Un aliment sain qui est consommé, bien cuisiné, etc., va apporter beaucoup plus qu'un produit transformé. Ça, je vous apprends rien là-dessus. À travers ce fil conducteur, c'est aussi mettre en valeur le métier de l'agriculteur et du coup de ses spécificités, de ses difficultés, reconnaître ce métier. Ensuite, c'est aussi reconnaître le métier de cuisinier, les personnes qui sont derrière en cuisine, qui prennent le temps de préparer pour les enfants. Ils passent du temps, ils se creusent la tête, ils se cassent les dents, même parfois sur les menus, pour avoir un équilibre alimentaire parfait sur plusieurs semaines. Et donc tout ça, en fait, s'inscrit dans le comment dire,
dans l'esprit d'un repas. Le repas, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment de partage, on crée du lien. Et en fait, dans les cantines, c'est aussi réamener du coup, les enfants à pouvoir profiter d'un moment où ils sont là pour créer du lien, partager des bons moments dans des environnements sonores plutôt convenables. Voilà. C'est toute une sensibilisation que l'on travaillerait avec les cuisiniers, qui sont souvent du coup qui s'occupent des enfants dans les salles. Et pour ça, on s'est rapproché aussi de la lutte contre le cancer, qui travaille aussi sur cette thématique du bon environnement alimentaire. Nous, on part un peu plus loin avec le fait de mettre en lumière le métier d'agriculteur et valoriser le métier de cuisinier, qui sont des métiers pas forcément toujours valorisés. L'enfant, la plupart du temps, jusqu'à présent, on lui servait à manger. Et il n'y a pas forcément la notion de tout le travail qu'il y a eu en amont, et là, c'est aussi de faire prendre conscience de ça. Et ça va participer du coup au fait que les enfants, ça participe à l'éducation alimentaire du coup des enfants. Savoir que on s'en rend compte là actuellement, c'est que tous les efforts qui sont faits pour faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants, et c'est pareil, les cuisiniers se cassent les dents dessus parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger du butternut, des produits un peu de saison, le chou, ça fait partie des aliments. Bon, en ce moment, c'est l'aliment de saison, c'est compliqué d'en faire manger aux enfants. Et du coup, les cuisiniers se déforment, on se dit comment je fais pour pouvoir nourrir les enfants avec des produits de saison alors que eux n'en veulent pas. Derrière, c'est pour ça qu'il y a toute une éducation à l'alimentation, que l'on souhaite pouvoir initier à travers ces temps d'échange avec les cantines. Derrière, on pourra également envisager des animations dans les cantines avec les enfants pour leur faire prendre conscience que manger, c'est pas que manger des nuggets. Et voilà. Tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte aussi que les enfants, les repas à la cantine, et on a cette chance-là nous sur le territoire, mais je pense que sur le Covalor c'est pareil, c'est que les repas qu'on leur propose, ce sont quand même des repas globalement de qualité, avec des gros efforts pour aller s'approvisionner auprès des producteurs locaux, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Et on se rend compte que c'est souvent le seul repas un peu de qualité que les enfants ont sur la journée. Donc derrière, il y a, c'est ce qu'on a dit aussi à plusieurs reprises, la question du repas végétarien. Oui, ils sont OK, mais derrière, on nous répond aussi que c'est peut-être le seul repas où ils vont manger la viande ce jour-là. En fait, il y a vraiment un vrai travail d'éducation derrière, et c'est de là qu'on se dit, en partant des enfants, on pourra faire aussi évoluer les mentalités par la suite. On espère qu'un enfant, après, peut faire remonter de nouvelles habitudes qu'il peut prendre à la cantine, à la maison. On aborde un peu les choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est la question des budgets. Nous, sur le territoire, on a quand même des collectivités qui mettent le budget pour permettre aux enfants de manger des produits de qualité. Et effectivement, rendre gratuit les repas, c'est pas toujours évident, parce que derrière, il y a quand même un reste à charge important par les collectivités. Donc, il y a quand même un gros effort qui est fait par les mairies sur cette question. Ensuite, on va avoir un autre volet qui va être favoriser l'alimentation locale pour tous. Donc vous avez peut-être pu le voir passer, c'est un petit annuaire regroupant des producteurs de TR qui s'appelle Panier Fermier. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant les producteurs locaux sur le territoire, qu'ils soient bio, non bio. Tous ceux qui veulent être inscrits sont les bienvenus. L'idée, c'est que l'on puisse rendre visible la vente en direct ou les marchés, notamment auprès de la population locale, mais aussi auprès des touristes. Comme on a une région touristique, du coup, on a aussi cet enjeu-là à valoriser notre terroir culinaire, et ça passe par là. Et c'est aussi derrière, en termes de philosophie, donner la possibilité aux consommateurs de redevenir acteurs dans ses choix, de se dire que à travers cet outil-là, on te donne la possibilité d'avoir accès à la production locale, donc tu as la possibilité d'être acteur sur le choix du produit que tu choisis de consommer.
Et donc chaque année, il y aura une réédition. Là, il y a une prochaine réédition qui va se faire prochainement pour qu'elle puisse être prête pour la saison estivale. Ensuite, je reviens aussi sur la question, on en a parlé un peu tout à l'heure, de l'accès à une alimentation de qualité pour les foyers dans des situations précaires. Alors c'est un sujet que l'on est en train d'aborder progressivement, puisque du coup, les autres éléments ont été quand même très chronophages. Là, c'est un sujet que je commence à traiter en abordant un peu une réflexion autour de comment reconnecter aussi des personnes en situation défavorisée, donc du coup en situation de précarité alimentaire, justement, à des initiatives locales, leur permettre aussi de réintégrer un tissu social, et du coup de là à aller re-questionner leur alimentation, comment proposer peut-être des ateliers pour se former, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un vrai sujet. On va à la nécessité de remplir un estomac, et derrière, on n'a pas forcément la connaissance de se dire qu'est-ce qu'un aliment cuisiné de qualité va m'apporter. En fait, il y a tout cet enjeu-là qui va être réfléchi. On a eu un premier travail qui a été mené durant l'été 2023, donc juste avant mon arrivée, qui était un diagnostic sur la question de la précarité alimentaire, justement. Et la personne, donc c'était un étudiant en master d'agronomie de Bordeaux, qui s'est appuyé sur un travail justement qui a été mené autour de Montpellier, qui est un indice de précarité alimentaire. Et contrairement à ce qu'on peut croire, dans les campagnes, on se dit que chacun a son potager, ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, ce travail-là a permis de soulever notamment des vrais questionnements que la précarité, en fait, elle est présente mais pas forcément visible. Et c'est comment accéder à ces foyers-là qui ne vont pas tous vers de l'aide alimentaire, qui se retrouvent un peu isolés face à ces questions. Et donc, toute notre volonté, en fait, est de savoir comment est-ce qu'on peut aller vers ces profils pour leur permettre de manger de manière convenable. Donc, ça peut très bien passer par la question des épiceries solidaires aussi. Je sais qu'il y en a une notamment qui est en réflexion du côté de Aurillac. La question de l'épicerie solidaire, je trouve que ça peut avoir du sens, de se dire qu'une personne en fait redonne de son temps et derrière peut bénéficier d'un produit de qualité à des coûts plus abordables. Donc voilà. J'irai pas plus loin sur cette question puisque derrière c'est qu'aux prémices en fait des réflexions, et là du coup c'est beaucoup des réflexions individuelles que j'ai pu avoir et que l'on va travailler dans les mois à venir. Et ensuite, là, dans un prochain temps, sur les questions qui ont été sur la perspective du PAT, c'était la mise en place d'un observatoire du foncier. Donc, autant vous dire que depuis septembre, je n'ai pas pu encore aborder cette question-là. Mais c'est vrai que c'est de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner de nouveaux producteurs qui voudraient s'installer, peut-être les orienter vers des productions qu'on n'a pas suffisamment sur le terrain, voilà. Pour être identifié comme un acteur pour orienter du coup les futurs porteurs de projets. Alors c'est un travail qui se mène forcément en collaboration avec la Chambre d'agriculture qui eux ont aussi des visibilités et des connaissances par rapport à ça. Donc ça sera un travail que l'on va mener dans les mois à venir, donc savoir comment est-ce qu'on peut commencer à orienter, à questionner la disponibilité du foncier, etc. Donc voilà un peu pour les actions que je couvre actuellement avec l'équipe du PETR sur la question de l'alimentation dans l'agriculture locale. J'ai plusieurs petites choses. Une question, c'est cet indice de précarité, ça concernait à peu près quel volume de population sur les 25 000 habitants. Je voudrais que tu nous dises un petit peu, je te pose une question, quel volume c'est et à quel niveau ça se situe cet indice de précarité par rapport à un indice de précarité par exemple national, pour qu'on sache si c'est plus ou moins inquiétant ou pas. Donc ça, nous bien que tu détailles plus. Après, sur la question de
mettre l'accent sur le métier d'agriculteur. On en parle beaucoup dans le projet qui a été fait par l'État sur la LOA, c'est-à-dire des visites de ferme par les maternelles, les primaires, etc. Ils ont tout un projet de visite de ferme. Est-ce que c'est ça dont tu parles quand tu dis de mieux connaître les métiers d'agriculteur? Parce que moi j'étais surprise en lisant la loi qui était en préparation de voir qu'il n'y avait aucune rétribution pour l'agriculteur qui faisait les visites de ferme. Alors que bon, moi je trouve que c'est normal qu'on fasse payer. Moi actuellement quand je reçois soit une classe, soit des jeunes, des enfants de crèche ou des vacances, je facture un petit quelque chose, je ne facture pas grand chose, mais je facture un petit quelque chose parce qu'il y a toujours un travail de préparation, il faut nettoyer les abords, il faut avoir les toilettes propres, il faut donner un papier, vous faites une dégustation, vous sortez des verres, il faut laver les verres, et bien que c'est un travail, et qu'à tout travail il y a une rétribution. Donc je voulais savoir si sur cet angle-là il y a un projet, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir une co-activité qui pourrait être de l'accueil de primaire, pour montrer le métier et qu'il soit rétribué. Voilà. Et après, bon, je voulais juste te faire remarquer que le petit catalogue est très très proche de celui de Bienvenue à la ferme. Qui est celui de Wanda? Celui que vous avez mis en place, oui, il est quand même assez proche, peut-être pas exactement. Et je me suis demandé si ce n'était pas un doublon. Et du coup, est-ce que ça, c'est remonté de la base? Est-ce que les agriculteurs qui sont dans ce catalogue ont de la visibilité en plus par rapport à leur visite? Est-ce que tu as eu un retour sur eux? Parce que moi, je ne suis pas sentie de m'y mettre parce que justement, j'étais déjà dans Bienvenue à la ferme et que je ne voyais pas l'intérêt d'y être à nouveau, comme je trouvais que ça couvrait à peu près le même territoire. Je m'interroge. Donc, quels sont les retours des collègues qui sont dans le catalogue? Est-ce qu'ils ont vu leur vente augmenter? C'est les trois petites choses que je voulais demander. Je vais essayer de répondre. Alors, l'indice de précarité alimentaire, je vais commencer par là. C'est un indice donc, avec plusieurs constantes à l'intérieur. Donc, les revenus, il y avait quoi d'autre? Il y avait l'isolement, enfin, on va dire l'éloignement à un supermarché, par exemple. Il y a tout un tas de critères sociodémographiques qui ont été classés sur une échelle de 1 à 4. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'effectivement, ce travail-là, j'en ai connaissance, mais je ne peux pas dire que je le maîtrise parfaitement. Et je ne veux pas raconter des bêtises, ça serait grave. Globalement, effectivement, on a une partie du territoire, alors c'est quelques communes, notamment de mémoire du côté un peu à l'est de Mercure, par exemple. C'était des territoires qui étaient identifiés comme propices à des situations de précarité alimentaire liées à l'éloignement de supermarchés, etc. Ce n'est qu'un indice de présomption. C'est ça que j'ai voulu dire, c'est un indice de présomption. Et donc ça questionne aussi le côté factuel aussi de cet indice-là. Globalement, on ne va pas dire que c'est un territoire qui est alarmant, mais on peut supposer qu'il y a des endroits qui ne sont plus prédisposés. Maintenant, on s'appuie aussi sur un travail d'entretien avec les associations d'aide alimentaire qui voient croître d'année en année du coup, le nombre de bénéficiaires, et non plus seulement sur la période hivernale, mais également sur la période estivale, ce qui ne se voyait pas forcément avant. Donc, on a plusieurs points de distribution. On a Beaulieu, on a Sac, on a Argentat et Saint-Village aussi. Mais globalement, ces trois points-là sont plutôt d'accord sur le fait qu'on est face à une augmentation quand même du nombre de bénéficiaires. Donc voilà, c'est des données globales. Je ne vais pas rentrer plus en détail parce que je ne maîtriserai pas. Et je parle en tant qu'adhérent de la Confédération paysanne, même si tout le monde sait que je suis représentant de l'agriculture bio du département. Et aussi, je suis administrateur à l'agence bio, donc ce dont je vais parler, c'est des choses dont on discute au niveau national. Alors, il n'y a aucune critique sur ce que tu as dit et sur ce PAT-là. Je vais parler des PAT en général. Donc, d'abord, les PAT, c'est une procédure, il y a une loi
qui est à géométrie variable. Ça peut être une commune, une communauté de communes, un département. Et c'est des catalogues d'actions, et on prend une action ou une autre, c'est les élus qui décident. C'était pour resituer. Et dans la loi, il y a le travail sur l'agriculture bio qui est censé être dans les PAT. Et l'illustration, là, donc je porte au débat la chose, c'est qu'on a les élus, beaucoup d'élus assimilent produits locaux à produits de qualité. C'est typique, quoi. Enfin, voilà. Or, je vais prendre un exemple, étude Nutrinet Santé, si vous mangez 5 fruits et légumes par jour, vous avez des bienfaits pour la santé, mais s'ils ne sont pas bio, ça annule les effets. C'est-à-dire, s'ils sont doués de pesticides, voilà, ça annule les effets de... Donc du coup, le pourcentage de bio est important dans ce sujet-là. Et premièrement. Deuxièmement, la loi Egalim, c'est 50% de produits avec signe de qualité, et non pas de produits locaux, hein, et dont 20% en bio. Et du coup, enfin voilà, je mets ça sur le débat pour signaler cette ambiguïté. Par ailleurs, bon, ben, il y a tout un travail fait par Interbio. Je pense que Interbio est dans le coup là, pour ce PETR, sur l'introduction du bio dans les cantines. Il y a aussi des plateformes comme Manger Bio Restauration qui peuvent faire le lien pour faciliter ce que tu disais, là, comme c'était des petites cantines pour arriver à faire des allotements. Enfin, voilà, c'est rajouter ces éléments-là. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que tu sais le pourcentage de bio qu'il y a sur ce territoire, dans les cantines? Est-ce que c'est 20% la loi? En France, on en est à 7%. Alors, Je critiquais pas ce que tu oui, dis. non, il n'y a aucun souci. Je vais directement rebondir sur la question du bio, notamment dans la cantine. Effectivement, il y a peu de cantines qui atteignent les taux. Tout simplement parce que c'est pas évident non plus de trouver des produits, bio. Alors, comment? On peut aider. Oui, bien sûr. Et derrière, il y a toujours un peu la crainte du prix. Alors, j'ai plein d'exemples contre-exemples. Non, mais moi, c'est pas moi qui exprime ça. Non, c'est les élus, je sais. Voilà, c'est le retour que j'ai moi du terrain. Et donc c'est de là qu'en fait, il y a tout ce travail de réflexion même avec les cantinières, de se dire, on peut constituer le menu autrement, on peut réfléchir un peu différemment, prendre le pas de côté avec les habitudes que l'on a, de manière habituelle, et se dire qu'on peut travailler des produits bio, locaux, c'est le top. Oui, bio et locaux. Oui, bien sûr. Donc derrière, voilà. C'est pour ça qu'en fait cet accompagnement-là, ce temps d'échange intercantine, j'imagine à travers par exemple des séances accompagnées quand même de prestataires qui vont pouvoir aider les cuisiniers et les cuisinières. Moi je ne suis pas expert de la cuisine, et donc du coup c'est aussi de pouvoir s'entourer de personnes compétentes. Mais de pouvoir déjà créer ce réseau d'entraide, parce qu'on a quand même des cantines sur le territoire qui atteignent les 60% de plus que ça. On est pas loin des 80% de bio. Oui, il y en a qui sont labellisés. Voilà. On a quand même des cantines qui atteignent les taux, mais derrière il y a un très fort investissement aussi sur quelques personnes, et ce n'est pas forcément reproductible en fait dans chaque établissement. C'est pas 80%, je ne sais pas. Oui. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette marge de se dire, ok, si on va aller en bio, et on va y aller un peu à fond. Et du coup, il y a des cantines qui s'en sortent. Donc, on est encore dans cette phase de transition. Et nous, on essaie de pouvoir accompagner en fait à notre hauteur cette transition. Michel, s'il te plaît. Non, mais vas-y, laisse parler. Non, juste pour répondre. Et c'est le secteur Il y a une ou deux cantines qui sont vraiment mobilisées et qui ont des élus qui sont investis par rapport à ça et qui ont fait ce choix politique, quoi. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on est sur du local et du bio quand on peut, quand ils peuvent. Voilà, j'observe ce qui se passe, hein, et ça reste. Non, on est sur des taux très faibles. On est sur des taux relativement faibles. Je pense globalement, on est à moins de 10%. On a moins de 10%. En fait, et puis c'est des choses, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément visibles. Ici, il y a un logiciel qui s'appelle Ma Cantine. Oui. Toutes les communes doivent le remplir, donc on a le pourcentage. Effectivement. Ça, c'est encore un autre débat. Cet outil-là
outil-là n'est pas encore complètement utilisé, mais c'est vrai que c'est obligatoire qui n'est pas forcément encore complètement utilisé, donc c'est pas toujours évident encore d'avoir cette visibilité. Ouais, moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce qu'il y a des exemples qui se font ailleurs en France qui vous servent de modèle, qui ont des retombées positives, qui pourraient justement servir oui, comme je dis, d'exemple? Et puis après, est-ce qu'on se limite que j'appelle pas ça des cantines, j'appelle ça des restaurants collectifs d'écoles primaires, dans les collèges tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres structures qui pourraient aussi être incluses dans ce système, je pense dans des salles ou autres, et après, l'autre questionnement, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est sortir des conditionnements. Et quand on parle de produits, est-ce qu'on parle de produits bruts ou de produits transformés? Parce que c'est bien beau le local, mais si c'est des produits transformés dans lesquels on rajoute des produits qui sont pas locaux, c'est ambigu. En termes d'exemple, je ne sais pas, par rapport au bio dans les cantines, j'imagine. Non, mais par rapport à un système qui aurait été élaboré. Tout à l'heure, on parlait de ce qui se fait à Montpellier, par exemple. Je ne sais pas, moi, est-ce qu'à Montpellier, il y a un exemple qui pourrait servir de modèle? Est-ce qu'il y en a un autre à Dunkerque ou avec la sur-mer? J'en sais rien. Alors en fait, dans le cadre du PAT, en fait, on a un réseau national qui est décliné par région en fait, de PAT. Ce qui fait qu'en fait, on est tous un peu en contact, tous les animateurs de PAT sont en contact, et du coup, on s'entraide quand même tous mutuellement sur différentes questions. Je travaille également en termes d'échange avec le PAT de Tulaglo et du coup un petit peu celui de Covel. En fait, on s'appuie un peu sur les expériences de chacun pour pouvoir répondre à nos questionnements. Encore une fois, après, à chaque fois, chaque situation n'est pas forcément n'est pas duplicable sur notre territoire, mais on a ce travail de réseau. Oui, ça fait partie de mon travail, en fait, d'aller voir un peu les expériences qui se font ailleurs. Sur la question de l'approvisionnement des cantines en produits bio et locaux, on a le département de la Dordogne qui est à côté, qui œuvre de manière très investie sur l'atteinte de ces objectifs. Et l'atteinte, c'est rien de le dire, parce que souvent les cantines dépassent complètement les seuils. Voilà, il y a un gros investissement de la part du département de la Dordogne sur le fait de pouvoir fournir des produits bio dans les établissements scolaires. Donc là, je comprends collège et cantine. Oui, c'est ça. Du coup, tous les collèges de la Dordogne sont dans la démarche. Donc effectivement, ça fait partie nos regards sont aussi tournés vers eux sur comment on met ça en place. La deuxième question portait sur les autres établissements. Alors c'est vrai qu'on travaille avec les cantines, elles sont toutes indépendantes, en tout cas sur notre territoire, elles sont indépendantes. Le département, donc du coup avec les collèges, je travaille en collaboration avec la personne qui se charge justement des circuits courts et de favoriser l'accès aux produits locaux pour les collèges. On travaille un peu en collaboration, on se suit, on voit un peu comment on travaille individuellement et après on voit comment est-ce qu'on peut réunir nos actions. Et comme encore une fois, c'est comme la période est récente, on est encore aux prémices en fait, de la structuration de quelque chose. Donc sur la question des EHPAD, c'est un vrai sujet, puisque du coup j'ai été en rencontrer et en fait alors, pour ceux qui m'ont répondu, parce qu'il y en a plusieurs sur le territoire et j'ai pas forcément de réponse, tout simplement, j'ai compris en discutant avec ceux que je rencontrais, c'est qu'en fait ils ont des budgets qui sont tellement verrouillés que du coup en fait c'est très compliqué pour eux de pouvoir se tourner vers un marché plus local, plus bio, etc. Tout simplement parce qu'en fait ils ont un verrouillage complet de leur budget. Donc c'est un autre travail. Je pense que c'est un vrai travail
vrai travail, un vrai sujet. Il faut travailler avec eux, sachant que en plus de ça, on va dire qu'ils sont un peu orientés à s'approvisionner avec certains marchés publics, parce que du coup, ce sont des quantités alimentaires qui sont quand même beaucoup plus importantes. Et donc, du coup, ils sont soumis à la réglementation des marchés publics. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là aussi législatives qui fait que derrière, c'est pas que de se dire on va se faire en local, c'est derrière aussi des fonctionnements juridiques qui peuvent être, qui ne sont pas forcément en adéquation avec le fait de s'approvisionner en local. Parce qu'un producteur local ne va pas forcément avoir la volonté de rentrer dans des démarches de marchés publics qui sont quand même des grosses contraintes administratives. Et derrière, après, il y a des outils qui peuvent pallier ces difficultés. Mais c'est vrai que le sujet des EHPAD et des établissements médico-sociaux, c'est un vrai sujet, je pense, à part entière. Ouais, je voulais rebondir sur l'idée du produit brut, parce que c'est vrai que pour moi, on parle de plus de bio, de plus de local ou de plus de végétarien, se pose la question du produit brut, du produit frais. Et il y a eu des retours là-dessus. La problématique de mettre en lien souvent les cantinières, les cantiniers et les agriculteurs du coin, c'est que souvent en fait le personnel des cantines est en sous-effectif et n'a pas la possibilité en fait de travailler une carotte fraîche parce que c'est trop long. On va prendre une carotte boîte. Et donc la question que je voulais poser, c'était est-ce que le PAT, est-ce que les Comcom peuvent, ont mission déjà d'accompagner peut-être aussi les cantiniers et les cantinières, les former à cuisiner différemment, et puis à faire aussi pression sur les élus pour qu'il y ait des effectifs qui puissent permettre en fait, de travailler vraiment des produits frais. Voilà, parce que pour moi, tant qu'il n'y aura pas, tant que les gens sont plus effectifs, donc un peu pressurisés comme ça pour faire à manger, ils ne pourront pas dire oui, bien sûr, on prend le chou frais. Donc je pense que ça sera toujours problématique. Donc je voulais savoir quel était le... Alors, c'est vrai que j'ai pas rebondi sur le produit brut ou le produit transformé. De ce que, encore une fois, c'est des échanges que j'ai eus avec mes petites cantinières et mes cuisiniers. Globalement, j'ai pas l'impression qu'en fait ils prennent des produits transformés, même locaux. Parce que du coup, souvent, ce sont des produits qui sont quand même à des coûts plus importants. Et donc, du coup, ça ne colle pas forcément avec le budget. Donc, l'approvisionnement local dans les cantines, souvent, se fait à travers les produits bruts. Et effectivement, ça devient la question de comment est-ce qu'on fait pour certains aliments. Alors, le chou, on va dire que ça se fait assez bien. Quand il faut acheter 10 kg d'haricots verts, c'est une autre question. Donc, effectivement, ça, c'est un sujet que pour l'instant, je n'ai pas encore abordé, sachant qu'il y a certains territoires où c'est les Comcom qui ont la compétence des écoles. Or, nous, sur nos territoires, les Comcom n'ont pas cette compétence. Donc, en fait, c'est un travail, encore une fois, local de la question du personnel. Donc, effectivement, ça, c'est encore une question à aborder. J'ai d'autres éléments de réponse à ces questions. Très souvent, les communes qui font le pas de mettre beaucoup de produits bio, mais aussi locaux bruts, ils font aussi l'investissement de nouveaux matériels qui permettent de gagner du temps, d'épluchage et tout ça. Et ça, il y a aussi des subventions derrière pour ça, accessibles. Donc tout à fait, et ça, d'une part. D'autre part, l'exemple de la Dordogne qu'on a donné, c'est qu'un des points forts de la Dordogne, c'est que par exemple, le département a embauché un des cuisiniers qui était à l'origine du truc dans le sud de la Dordogne pour donner des conseils pour la mise en place de ces nouveaux outils. Alors, par exemple, il y a la cuisson à basse température qui est très très bien. Enfin, il y a plein de techniques à mettre en place. Et du coup, effectivement, un des leviers, c'est cet accompagnement-là. Alors là, ils ont le frein que c'est un petit PAT. Si c'était fait à une plus grande échelle, ça serait plus facile à accompagner. Voilà. Et troisièmement, il y a des subventions nationales sur la mise en place d'outils de transformation sur des groupes d'agriculteurs. Alors, je n'ai plus en tête dans le secteur s'il y en a, mais j'en connais par exemple dans le Lot-et-Garonne, qui ont mis en place des transformations de fruits et légumes qui étaient soit en surplus, soit en déclassé, pour les cantines justement. Et donc ça c'est subventionné aussi.
un peu ce que disait Alban. Au tout début, on avait suivi, donc avec Michel, le PAT. Donc c'était l'époque où c'était M. Corrado qui était là. Et effectivement, on avait la crainte que ça finisse juste en livret. Je suis plus d'accord avec ce qu'il dit, sur le fait que c'est un peu dommage parce que ça vient rajouter une couche sur un nombre de choses déjà là, quoi. Et ayant fait des marchés en direct, c'était assez. Enfin, il y avait des gens qui étaient un peu confus sur l'apparition de ce nouveau truc et qu'est-ce que ça apportait de plus. Donc j'avoue, j'ai pas fait le travail pédagogique. Mais à ce moment-là, nous, on nous avait demandé quand même de faire un travail de diagnostic. À contrario, le chargé de mission devait aussi faire un travail de diagnostic qui était de c'est quoi les besoins sur le territoire en termes de restauration collective. Et notamment, c'était trop compliqué sur la viande parce que HACCP, parce que ceci, parce que cela. Et de porter en fait finalement sur le truc qui était, enfin, sur la production qui était la plus déficitaire, qui était le maraîchage. Et plus ou moins, on avait laissé entendre qu'il y avait même moyen de financer finalement un outil collectif de transpo, ou en tout cas de ce dont on parle, en fait, de transformation du produit brut en produit tout de suite utilisable par les cantines et tout. Et en l'occurrence, c'était une vraie demande de l'ensemble des maraîchers du coin, parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas rentrer dans les collectivités à cause des normes, à cause de ceci, voilà. Et de deux, c'était peut-être aussi un moment où pour la Chambre, pour les gens qui installent les installations, de se dire, on voit qu'il y a un déficit sur telle ou telle production, et en plus il y a un outil sur le territoire qui doit permettre de garantir qu'à un moment donné, tu auras des débouchés. J'avoue que c'est une critique personnelle, et du coup, c'est pas personnel. Hein. Du coup, j'étais un peu déçu de voir que finalement, on n'était pas du tout parti là-dessus, que c'était parti sur un livret, et peut-être même que finalement la Chambre allait se retrouver dans le. Donc philosophiquement, n'est pas du tout mon truc, quoi. Mais qu'elle allait se retrouver finalement interlocuteur privilégié. Et au final, HDE, ça suffira très bien, je ne sais pas qui l'a dit. Finalement, ok, d'accord, on fait rentrer du local, mais quel type de local? Et quand on voit qu'à la DDT, même nous, la directrice de la DDT de la Corrèze, qui est plutôt compétente et tout, il n'y a pas de souci, essaie de défendre le HDE, limite à nous dire oh, c'est comme le bio, non? Pardon? Voilà. Donc, quid de cet outil-là et surtout de ce diagnostic, en fait, c'est quoi les besoins du territoire véritablement, au moins en termes de légumes? Alors, ça c'est en fait l'étude de faisabilité qui est en cours là actuellement soulève que le fait de mettre en place ce qu'on va appeler une plateforme de logistique ou quelque chose ne serait pas forcément la solution la plus adéquate pour notre territoire en termes de dimensionnement, en termes de coût de fonctionnement, c'est très lourd. C'est pour ça que derrière, l'idée c'est de se dire qu'on va réfléchir avec des producteurs, avec des cuisiniers, des structures, des distributeurs déjà de produits locaux sur le terrain, pour voir comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose localement, et ensuite de voir si, je ne m'avancerai pas sur ce sur quoi ça peut déboucher, mais voir comment est-ce qu'on peut peut-être structurer quelque chose qui permettrait de répondre à ça. Effectivement, nous sur le terrain, je crois que en Corrèze, on n'a pas de légumerie, d'outils de transformation. Il y a l'exemple en fait de l'eau de tube, on a mis en place un outil ANAP. Le truc s'est effondré parce qu'en fait ils ont juste oublié un détail, c'est d'intégrer les producteurs très très en amont du projet. Et en fait, ce que demandaient les producteurs, c'est de pouvoir avoir accès à un outil. En fait, ils se sont retrouvés avec un outil où il y avait des salariés, eux, ils n'y avaient pas accès, ils devaient juste poser leur truc. Donc il y avait un coût supplémentaire, c'est pas du tout intéressant. Bien sûr. Une question dimensionnelle. Par rapport aux besoins qui avaient été analysés des producteurs, il a été fait plus grand. Donc du coup, avec des coûts de fonctionnement peut-être. La réponse c'est pas adéquat. Pour reprendre, pour ne pas être trop long, mais par rapport à tout ce qui a été dit, vous donnez un peu des pistes d'expérience. Parce que Cobalt d'Or, on a démarré en 2019, on a un peu d'antériorité par rapport au PAT présenté. Moi, je me suis demandé, c'est toujours ma réflexion en tant que militant de la Confédération paysanne, comment à travers cet outil, je peux faire avancer l'agriculture paysanne. Comment je peux enfoncer un point voilà, et faire avancer notre projet d'agriculture paysanne, parce que c'est toujours un investissement humain, etc., et qu'on ne peut pas être partout, et qu'on n'est pas assez nombreux, etc.
Bon, donc moi j'ai participé en tant qu'élu, j'étais élu à cette époque-là sur ma commune et à la communauté de communes, et puis l'ADR est rentré pour participer à la construction de ce PAT. Et ce qui est important, je vais faire un peu de politique, mais c'est que la Chambre d'agriculture et la FNSEA et toutes ses branches, ils sont là. Aux premières réunions, ils sont là, ils remplissent 3 rangs, il y a des représentants pour les noix, pour les ovins, pour ci, pour ça, ils sont partout, ils ne veulent surtout pas que ça leur échappe. Et puis, après, dans la construction, on a eu un accompagnement. Ils envoient souvent, c'est des techniciens. Il y en a un ou deux paysans qui viennent, mais et ils ne sont pas majoritaires au sein de ça. Et parce qu'il y avait des représentants, un représentant des restaurateurs, un représentant des métiers de bouche, un représentant de la transformation, la Castelviande à Saint-Céré. Il y avait quelqu'un du lycée hôtelier, il y avait un intendant, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait une diversité de gens et dans la construction des objectifs et des actions, moi parfois je me régalais parce que quand on a essayé de définir ce qu'était la qualité, on les enfonçait bien le nez dans leurs contradictions aux gens de la Chambre et de la FNSEA, plus que le nez d'ailleurs. Hein. Et j'avais pas besoin de dire qu'il fallait pas d'OGM et des pesticides, etc. Il y en a d'autres qui s'en chargeaient pour moi. Donc c'était vraiment super. Alors qu'est-ce qu'il en ressort après dans les actions? Nous, on a réussi à... Parce qu'évidemment, pour travailler, pour faire manger local, il faut des producteurs et des productrices. Là, les paysans, les paysannes, je ne vous apprends rien. Et donc la Chambre, ils sont très forts pour faire des diagnostics, des enquêtes. Alors là, ils sont chapeaux, ils sortent des diagrammes, tout ce qu'il faut. Mais après, sur le terrain, bon, voilà, on sait très bien qu'ils pourront refaire une étude dans 5 ans, dans 10 ans, et constateront que les paysans continuent à diminuer. Bon. Et donc, comment on pouvait obtenir quelque chose à travers ça? Nous, ce qu'on a obtenu en tant qu'ADR Confédération Paysanne, c'est d'organiser des formations pour les élus. Parce que ça fait longtemps, très longtemps, depuis le début de la Confédération Paysanne, qu'on sait qu'on changera l'agriculture et l'alimentation avec l'ensemble de la société. Et qu'il faut sortir de cette espèce d'entre-soi, de bastion que défend la forteresse agricole, que défend la FNSEA, pour pouvoir élargir et réussir à changer la politique agricole. Et donc, les élus ont un rôle pendant des dizaines d'années. L'agriculture, ce n'était pas leur problème. Hein. C'était la SAFER, c'était la Chambre, c'était on n'y touche pas, ça ne nous regarde pas. Et puis, ils ont constaté que sur leur commune, il y avait de moins en moins de paysans et que s'ils voulaient que ça change, il fallait peut-être qu'ils s'impliquent un petit peu. Il y en a qui ont pris les devants. Vous savez, il y a des communes qui préemptent des terrains, qui installent un maraîcher pour la cantine, qui installent un boulanger pour le marché, etc. Donc, on peut s'appuyer sur des expériences. Donc, on a réussi avec Terre de Liens à organiser une formation sur Coval d'Or avec des élus pour leur faire prendre conscience qu'ils avaient un pouvoir, qu'ils pouvaient agir sur le foncier et sur l'installation des paysans. Et ça a été vraiment, il y avait une vingtaine de participants, c'était à Saint-Denis-Martel, vingtaine de participants, 12, 13, 14 communes, je crois, représentées. Et on a vraiment travaillé en lien. Il y avait aussi des gens de la Chambre qui venaient parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser tout seuls, ça aurait été trop dangereux, bien sûr. Et donc, il y avait la MSA qui est venue, on avait différents acteurs, Terre de Liens, et on les avait travaillés sur des exemples concrets et sur des expériences qu'ils pouvaient développer sur leur commune. Et petit à petit, il faut être tenace, hein, mais on travaille actuellement avec des communes, bon c'est pareil, c'est ce que disait Michel, il faut profiter des élus qui sont ouverts, qui nous sont favorables, parce qu'un mandat c'est très court, hein. Et donc on travaille avec Saint-Michel-de-Bagnières et Saint-Céré sur un exemple concret, sur essayer d'installer quelqu'un pour alimenter la cantine, et à Saint-Céré de récupérer une ferme peut-être, mais c'est tellement... il faut être diplomate, parce que vous savez qu'actuellement le système est tel que quand il y a des terres qui se libèrent, tout le monde se jette dessus parce que le système est fait que si tu veux survivre dans le système conventionnel, il faut accumuler les terres pour avoir des prix. Voilà. Donc on est confronté à ce système-là, mais on est arrivé à vraiment obtenir quelque chose de concret. Je passe sur d'autres, ce qui a déjà été dit. Il y a eu des financements aussi pour des équipements dans les cantines. Hein, sur la cantine, sur la cuisine centrale de Saint-Céré, comme ça a été dit, il manque des mixeurs, des je sais pas quoi. Bon, la communauté de communes le PAP peut financer ce genre de choses. Et sur ce que tu as dit, Sophie, ça c'est de la décision politique. Si dans les priorités
et les actions qui sont déclinées, on dit que sensibiliser les jeunes, c'est important, de faire des visites, c'est important, il peut y avoir des financements pour aller sur les fermes et comment tu as dit, indemniser, quoi, c'est pas, rétribuer, voilà. Voilà, pour les paysannes et paysans qui donnent de leur temps et plus que ça pour faire ce genre de travail. Voilà, sans ça, nous on a un outil qui nous a semblé important à défendre, c'est l'abattoir de Saint-Céré, bien sûr, l'abattoir de proximité. Voilà, chacun avec son territoire. Il y a aussi, on a fait un gros travail sur les marchés. Comment défendre les marchés, accompagner les communes dans le maintien de leurs marchés. On a fait une enquête auprès de tous les gens qui vendent sur les marchés pour leur dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, comment on pourrait améliorer les choses. Il ressort qu'il y a la visibilité des producteurs locaux qui manque. Hein. Souvent ils disent oui, ben lui il fait de la revente, en même temps les gens ne comprennent pas trop, est-ce qu'il pourrait y avoir une visibilité pour vraiment ceux qui produisent et qui vendent, etc. Donc il y a un travail qui a été fait là-dessus, ça va être concrétisé en 2024, là je ne sais plus exactement comment, mais sur un étage commun, sur des choses, un cahier des charges peut-être, je ne sais pas comment ça va sortir. Bien sûr des annuaires distribués sur les producteurs locaux, des calendriers aussi distribués aux gens sur la saisonnalité, qui sachent un peu, on disait il faut sur l'éducation montrer aux gens que les tomates en hiver c'est peut-être pas le top, hein. Et puis travailler sur le gaspillage et sur les défis famille, ça j'en ai déjà parlé, donc j'arrête là. Moi j'aimerais bien juste rajouter si possible. J'ai complètement omis un autre volet que l'on travaille également, que je travaille avec ma collègue qui s'occupe de l'emploi. C'est la question des saisonniers. Alors, saisonniers globalement sur l'ensemble des entreprises du territoire, mais également sur les saisonniers agricoles.